Très heureux et très fier d'avoir pu participer à cette exposition poétique où vous trouverez des haïgas et des haïchas et de nous permettre ainsi de pouvoir figurer auprès de très très grands poètes francophones. Le haïga que vous trouverez, il y en a qu'un. C'est l'alliance entre une gravure et un haïku. Et vous trouverez une douzaine de haïchas qui en fait sont dans la vitrine. Les haïchas, il faut que vous les voyez de l'extérieur. C'est une alliance entre le haïku et une photographie. Le haïku étant dans la photographie et pour le haïga, le haïku étant dans la gravure, dans l'illustration. Alors le haïku, qu'est-ce que c'est? Vous le savez sûrement que c'est un court poème en 3 vers, 5, 7 syllabes, 5, 7 et 5 syllabes, issu d'un poème lui-même déjà bref qui s'appelait le Tanka et qui avait 31 syllabes, réparties en 2 versets, 5, 7, 5 et 7, 7 syllabes. Vous suivez? Donc, on ne conservera que le premier. En fait, le haïku est devenu la forme moderne d'expression qui a traversé les années. Cet abrégement a une histoire. Alors, je vais vous lire un haïku pour vous mettre en appétit, et puis ensuite, au fur et à mesure de notre exposé, nous vous en présenterons d'autres. Au nectar d'orchidée, le papillon parfume ses ailes. C'est de Matsuo Basho, qui est certainement le poète classique japonais le plus connu en matière de langue. Dès 905, le Kokin wa Shu, premier recueil de poésie japonaise compilé sur ordre impérial, comporte une section intitulée Haikai, c'est-à-dire poèmes libres. Ce sont des tankas réguliers, mais dont l'allure familière, dans le vocabulaire et dans le ton, contraste avec celle de la poésie officielle waka. Par la suite, ce terme de haikai qualifiera d'autres formes poétiques présentant le même caractère, le ranga libre notamment, kusari ranga, d'où sortira le haïku. Dans le ranga, poème lié, les premiers vers sont composés par un poète, auquel un autre ou plusieurs donnent la réplique en vue de former un texte continu. De cette suite de versets accolés, ranku, on prit peu à peu l'habitude de détacher le verset initial, le hoku, 5-7-5, émanant du premier poète et souvent de meilleure venue. Je voudrais un haïku. Est-ce qu'il les a tous? Je m'assoupis, un nuage de canicule sur les genoux. Sous sa forme autonome, le genre s'épanouit au XVIIe siècle dans l'école de Teikoku, 1571-1653, ou Teimon, puis dans celle de Danrin, d'inspiration plus libre. 4 grands noms ont eu l'histoire du haïku. Basho, je vous ai parlé tout à l'heure, 1644-1694, Buson, 1715-1783, Issa, 1763-1827, Eshiki, 1866-1902, qui a introduit la forme moderne du haïku. Basho est formel sur la forme du haïku, 5-7-5 et un kigo. L'ère du changement viendra avec Shiki, qui sera le grand réformateur du haïku. Il dénoncera la dévotion intimidante que ses semblables vouent à Basho. Il affirme pouvoir contrevenir à la stricte observance 5-7-5. En 1892, il fonde la revue Ototo Jizu. Entre parenthèses, cela veut dire coucou, dans laquelle il rédigera son manifeste qui s'appuie sur 5 points. Appel direct à l'émotion, rejet des poncifs, recherche de nouveaux thèmes, concision du style, emploi libre du lexique occidental,
refus des écoles. Un nouveau haïku. Le mendiant, il porte le ciel et la terre pour habit d'été. Kikaku. À sa mort, deux héritiers s'affrontent. Kiyoshi qui confirme le 5-7-5 et par là même le Kireji et les mots de saison. Curieusement, nous avons les mêmes débats en Occident à l'heure actuelle. Il est clair que le 5-7-5 n'apparaît pas comme une obligation. Bachot le transgressait d'ailleurs lui-même, car le souci de se confirmer introduit des chevilles quelquefois inutiles, donne des vers contournés, bizarres, sans être forcément beaux, puisque indirects, voire du charabia parfois. Attention, le haïku n'est pas un télégramme. Sans souci, sur mon oreiller d'herbe, je me suis absenté. Ceci nous ramène inévitablement à l'essence même du haïku. Ne pas chercher à remplir ce qui doit rester accueillant au vide. Ne pas chercher à émonder ce qui ne demande qu'à éclore librement. Simplement, rester attentif au jeu imperceptible des mots du quotidien, qui ont plus d'un tour dans leur sac. Ils nous disent au plus juste de quoi sont faits les instants dont nous sommes faits. Menues choses sur lesquelles le regard distrait passe sans s'arrêter, et qui sont pourtant la trame indiscutable de la vie, la substance de toute mémoire. Autant de lieux dont la feinte étroitesse s'ouvre ironiquement sur l'illimité, lieux réduits à leur pur principe de localisation, véritables instantanés d'espace, autant de façons de prendre le temps au piège sans en avoir l'air. Sur la pointe d'une herbe, devant l'infini du ciel, une fourmi. Aimer le haïku, sans doute pour l'acquiescement qu'il suscite en nous, entre émerveillement et mystère. Aussi parce qu'il déroute, rappelant que la création a lieu à chaque moment. Un ravissement soudain dans l'imprévisible, traquer l'inconnu au cœur du familier, enfin parce qu'il sait pincer le cœur avec légèreté. Rien de pesant, rien de solennel, rien de convenu. Juste un tressaillement complice, une savante simplicité, l'éclosion spontanée d'une fleur de sens. Fête des fleurs, fête comme la fête des mères. Fête des fleurs, accompagné de sa mère, un enfant aveugle. Bachot disait « Un poème achevé doit révéler dans le même temps l'immuable, l'éternité qui nous déborde et le fugitif, l'éphémère qui nous traverse. » Le haïku, un instant poème, avec une ambition souveraine, dire la réalité telle qu'elle est, tracer le territoire d'un aiguisement apaisé des formes et des sensations, loin de la raison discursive qui nous tient lieu de béquille. Le haïku, art de l'ellipse et du bref, il se tient à l'évidence du côté de la phrase vivante, dont le langage n'est plus langage, en procédant par retranchement, soustraction, dépouillement, révélé sans discourir. Changement de domestique, le balai est accroché à une autre place. Le haïku s'accorde aux confins. Il s'attache à ciseler sans fin cette pure aporie, mettre en mots le silence.
C'est dans sa rétention qu'il trouve son amplitude. Son humilité fait toute sa force. Le lecteur est convoqué au plus vif, au plus vrai de sa palette sensible pour compléter ce poème et le faire résonner. Le haïku ne comble rien, surtout pas un sujet ou un égo. Il ouvre continuellement, il effleure les choses. Un peu moins qu'un poème? Bord antérieur du langage, dit Barthes. Le haïku est un exercice spirituel au sens où il approfondit le spiritus, c'est-à-dire le souffle qu'il y a en nous. Il ne célèbre rien d'autre que le charivari du vivant, sans jamais s'interdire ni l'impertinence, ni l'espièglerie, fût-ce dans la peine ou la souffrance. Un vieil homme seul, tard par une nuit d'hiver, bavardait sans fin. Le haïku propose un art de vivre, les phosphènes du monde et du temps, une écoute de toutes les formes de coïncidence. Il met en scène un jeu monde à la fois totalement impliqué et parfaitement désimpliqué. Un jeu univers, un corps au diapason de l'espace. Il n'impose rien, il offre, il tend, il éclot. Il dit une reconnaissance, sens profond de Satori, folle sagesse mise en poésie. Il est facétie, il est onde, flux, abandon. Il est désentravé, dégrippé. Il est terrain de jeu infini. Il est errance libertaire des gestes et du regard. Je laisse au moineau les fils télégraphiques après d'aussi bonnes nouvelles. Il est confiance illimitée à l'inattendu. Il est entre le tout et la partie. Il remercie la vie partout où elle s'improvise de commencement en commencement. Il suggère, sollicite une solidarité universelle du vivant malgré la mort. Bien sûr, le haïku est objet aussi de réécriture, mais uniquement dans le cisaillement littéraire. Le haïkiste photographie, enregistre un simple rien. Il ne conçoit pas, il découvre. Il met la focale au point sur ce qui est là, maintenant, une dynamique, une énergie. Je ne suis personne, un soleil couchant d'automne m'a laissé sans nom. Il recherche un nouvel angle. Il doit faire corps avec ce qui est gardant l'esprit comme un miroir. Il s'agit de saisir, restituer dans un même temps ces instants où le monde fait signe. Dire la réalité à partir d'une expérience directe, immédiateté minimale. La solitude, le froid du printemps, rien d'autre. Il doit avoir une qualité de présence vigilante dans un travail de contraction, créer la fraîcheur. Il a, entre intuition et attention, le sentiment d'appartenance à la totalité sensible. Il est voué à se défaire corps et âme, à se fondre dans le vide. Il n'est rien, où ne serait l'infini, l'éveil. Une limpide immédiateté sans la moindre grandiloquence,